Alors, bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse de présider cette belle séquence autour du texte de Rose-Paule Vinciguerra qui s'intitule donc « La sexuation sans le genre ». Alors, Rose-Paule Vinciguerra est psychanalyste à Paris, membre de l'ECF. Elle est auteure notamment de Femmes lacaniennes qui a été publiée aux éditions Michel en 2014 et nous attendons donc la publication en octobre prochain de son prochain livre, donc « La sexuation sans le genre », aux éditions de La Lettre volée. Et nous avons la chance donc aujourd'hui de l'entendre nous présenter un peu la substantifique moelle de ce livre. Alors, pour discuter avec elle aujourd'hui, nous avons 3 doctorants de Paris 8. La première qui est à ma gauche, Sophia Batko, et non pas Bacto, comme il est indiqué sur le programme. Donc, Sophia est étudiante au département d'études de genre et au laboratoire LEGS, donc d'études de genre et des sexualités. Et les 2 autres doctorants qui sont à cette table, Aurélie Flore Pascal et Dominique Corpelet, qui sont tous 2 psychanalystes et doctorants donc au département de psychanalyse. Enfin, last but not least, Fabien Fagenoix, notre collègue qui est l'un des organisateurs de cette journée et qu'on ne présente plus, donc étudiant, pardon, j'allais te dire que tu étais... Éternel étudiant. Donc, pardon, enseignant au département de psychanalyse. Fabien Fagenoix a beaucoup travaillé sur la question du genre et de Judith Butler en particulier. Je rappelle qu'il a co-dirigé avec Clotilde Le Guil en 2015 l'ouvrage collectif Subversion lacanienne des théories du genre. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Rose-Paule Vinciguerra. Bon, je vais essayer d'aller vite. Mais pour ça, il faut que je change peut-être de lunettes. Pourquoi ? Alors, je me suis attachée, au fond, enfin, pour tout dire, j'avais prévu de travailler sur Hommes-Femmes, Jouissance et Semblant. Et puis on m'a suggéré, un peu ex abrupto, de m'intéresser à Judith Butler. Comme ça ? Ouais. Mais je ne peux pas lire en même temps. Vas-y, comme ça. Bon. Donc, là, vous m'entendez ? Donc, Hommes-Femmes, Jouissance et Semblant, mais je me suis intéressée ensuite un peu sur le conseil d'un camarade à Judith Butler, que je n'ai pas lu intégralement, mais que j'ai lu quand même. Et ce qui m'a intéressée, ça a été de voir les critiques que Judith Butler faisait à Lacan. Et au fond, comment, bien que Lacan n'ait pas connu Judith Butler, comment d'une certaine façon il avait anticipé les réponses à ces critiques. Oui, c'est plus simple. Donc, je disais, Judith Butler émet des critiques à l'égard de l'enseignement de Lacan, bien qu'elle n'ait jamais rencontré son dernier enseignement et encore moins son tout dernier enseignement. Alors, introduction, signifiant et sexe. Alors là, je vais dire des choses que sûrement tout le monde sait. Le sexe comme tel, ça ne veut rien dire. C'est le langage qui donne cette fonction aux traits anatomiques des corps. Pourtant, dit Lacan, il est du destin des êtres parlants de se répartir entre hommes et femmes. Séminaire 18. Mais ces termes, hommes et femmes, sont des semblants, soit dans l'acception lacanienne, des signifiants en tant que tels, pris dans un discours articulé et producteur de sens, et non pas des images ou des représentations.
Comment situer alors les semblants hommes et femmes? Qu'il y ait l'homme et la femme, dit Lacan, c'est d'abord affaire de langage courant. Bon, je ne vous donne pas l'origine des citations parce que ce serait trop long. Pourtant, poursuit-il, cela n'empêche pas que l'homme et la femme, on ne sache pas ce que c'est. C'est inapprochable au langage. Le dit, c'est un garçon, c'est une fille, dit social, basé sur l'anatomie, fait-il destin? Assurément non, Jean-Claude Malval l'a rappelé tout à l'heure, et Lacan dit qu'il faut prendre anatomie au sens littéral, c'est-à-dire coupure. C'est la fonction de la coupure des bords érogènes qui plutôt fait destin. Bon. Donc, assurément non, ça ne fait pas destin, car ce qui va se jouer fondamentalement pour un enfant s'ancre dans la façon dont les parents parlent de la question de la différenciation sexuée. De façon générale, remarque Lacan, on les distingue. Ce n'est pas eux qui se distinguent. Séminaire 18. Donc, le jugement de reconnaissance des adultes circonvoisins repose, dit-il, sur une erreur. Cette erreur consiste à les reconnaître sans doute de ce dont ils se distinguent, mais à ne les reconnaître qu'en fonction des critères formés sous la dépendance du langage. Ces critères installent donc l'enfant dans une vocation prématurée. L'erreur commune part donc de l'organe. Elle ne sait pas qu'il n'est devenu instrument organone que par le signifiant. L'erreur consiste à croire que la différence signifiante garçon-fille s'ancre dans avoir ou pas l'organe. Elle croit à un référent autre que celui de la logique du signifiant. Lacan dit dans le séminaire 16 « Nulle opposition n'est jamais promue comme fondamentale qui désignerait le couple mâle-femelle. La différence sexuelle n'existe pas dans l'inconscient. Pour Lacan, si cette différence est signifiante, cependant, dit-il, dans le séminaire 11 déjà, cependant, dans le psychisme, il n'y a rien par quoi le sujet puisse se situer comme être de mâle ou être de femelle. Mais Judith Butler dit que Lacan fait de la différence sexuée un transcendantal. Transcendantal, c'est un terme philosophique qui veut dire condition de possibilité, donc une condition de possibilité de tout discours sur les genres. Ce transcendantal serait, selon elle, préalable à une incarnation dans des corps sexués, un idéal que ceux-ci n'arrivent jamais à rejoindre parfaitement. Pour elle, c'est dit « je suis une fille, je suis un garçon » se présentent comme des performatifs. On reviendra peut-être dans la discussion sur l'explicitation de ce terme de performatif, c'est-à-dire ce sont des actes de langage dits avec force, à la première personne en général, et qui instituent quelque chose. Par exemple, je déclare la séance ouverte ou je te baptise, etc. Mais pour elle, ces performatifs sont des performatifs de citation. Ce sont des citations, bien que je les prenne, si je puis dire, à mon compte. Ces dits ne sont, dit-elle, que des pratiques citationnelles répétées au sein d'un domaine juridique. Et ce sont elles qui font la norme et s'incarnent dans des corps. Ces normes rejettent alors les corps qui ne lui sont pas conformes, par exemple les intersexués, comme on l'a dit précédemment. Nous verrons comment, pour Butler, c'est dans les échecs de la répétition de ces normes que la construction du genre peut s'opérer. Il y a, dit-elle, une crise potentiellement productrice au sein de la consolidation des normes du sexe, et cela nous montre qu'elle n'a aucune conception volontariste
de la construction du genre. Elle dit d'ailleurs, on ne choisit pas son genre comme on choisit un habit le matin dans son placard. Et elle s'oppose aussi au mot d'ordre « subvertisser le genre ». Donc, nous reviendrons dans la discussion peut-être sur ces, et puis dans la suite sur ces points très particuliers de Butler. Deuxième partie, la jouissance interdite, le phallus et les identifications sexuées. Bon, la référence à la bisexualité existe chez tous les enfants. Freud l'a amplement établi, Jean-Claude Malval a repris ça très bien. Donc on peut poser la question de cette supposée détermination, je suis une fille, je suis un garçon, avec l'identification phallique. Alors, que signifie identification phallique? Tout d'abord, il faut préciser un peu les termes. Je vais essayer d'aller vite. Lacan énonce que la nature du phallus, contrairement au fond aux thèses de Freud, se révèle dans le manque de pénis de la mère. Au cœur de l'identification phallique de l'enfant, c'est comme comblant la castration de l'autre maternel, soit l'inscription d'un manque que l'enfant se repère. C'est pourquoi la castration interviendra lorsque l'enfant ne servira plus à combler ce manque. In fine, la castration est toujours castration de la mère. Mais ce phallus n'est pas, on l'a dit aussi très bien, sans l'articulation signifiante nouée par le nom du père qui le fait semblant. Le nom du père, lui-même semblant par excellence, nous fait donc penser ensemble le symbolique et l'imaginaire. Dès lors, le phallus est, comme l'a formulé Jacques-Alain Miller, biface. Le phallus symbolique est donc le signifiant du manque propre à tout sujet parlant. Il symbolise l'interdit de la jouissance absolue à qui parle comme tel. Comme tel, il est signifiant du manque à être du sujet, et c'est en tant qu'il se projette sur l'imaginaire du corps et rétroagit sur le rapport de chacun à son manque imaginaire qu'il met en jeu le complexe de castration. Alors, les identifications sexuées. Comment situer le phallus imaginaire et de façon plus générale l'imaginaire par rapport au semblant dans cette question des identifications sexuées? Si le phallus symbolique grand phi permet que vienne comme signification la fonction imaginaire de la castration moins phi, cette fonction imaginaire vaut pour les deux sexes, indépendamment de l'anatomie. Le complexe de castration n'est donc pas ce qui prédispose le sexe masculin à prévaloir sur le féminin, comme l'ont proclamé les détracteurs de la psychanalyse féministe notamment. Chaque sexe n'aura de rapport qu'avec le signifiant phallique et pas avec le corps de l'autre. En tant que tel, le phallus est tiers et non médium dans la relation entre les sexes. Il n'est pas question d'harmonie, ni de mesure, ni d'unité de deux êtres. Cet interdit de la jouissance absolue qui est symbolisé par le phallus est au principe de l'interdit de l'inceste et au principe de la castration. C'est-à-dire, bon, je passe vite. Ainsi, à partir d'un foncier qu'évoque, que veux-tu? Le sujet se réfère à l'autre barré sans garantie, l'autre dans le semblant, et un homme peut renoncer à faire l'homme, avec une majuscule, une femme renoncer à faire la femme. Pour l'homme, il s'agit alors de n'être pas le phallus, mais pas sans l'avoir symboliquement, et une femme, elle, peut être le phallus symboliquement, comme signifiant du désir de l'autre, mais sans qu'elle l'ait. Les conséquences en sont que les rapports, là je cite Lacan, écrit page 694, tourneront autour d'un être et d'un avoir qui, de se rapporter à un signifiant, le phallus, ont l'effet d'irréaliser les relations à signifier. J'ai trouvé que ce terme « irréaliser » mériterait à lui tout seul un long développement. Irréaliser les relations à signifier. Or, Judith Butler
veut débusquer ce qu'elle dit est l'idée dans la théorisation de Lacan, le supposé lien du phallus et du pénis, pénis que Lacan traiterait, je vous assure que je n'invente pas, comme dit-elle, le Yahvé hébraïque. Elle prétend que Lacan est prisonnier d'une conception théologique du phallus qui veut contrôler l'ensemble du corps. Ce faisant, elle confond le semblant en tant que signifiant et le visible ou l'imaginaire. En affirmant que la théorisation de Lacan éliderait le lien du phallus et du pénis, Judith Butler réduit le phallus à une fonction imaginaire qu'elle attribue au masculin. Pour elle, la distinction entre être et avoir le phallus relèverait d'une imposture qui ne fait que, dit-elle, refléter le pouvoir autonome du sujet signifiant masculin. C'est dans Troubles dans le genre, page 128. Elle veut donc opérer de nouvelles mises en circulation du signifiant phallique. Pour ce faire, Judith Butler va traiter le semblant, soit le signifiant, comme une fiction toujours révocable, fiction toujours susceptible de maîtriser toute la jouissance. Ainsi, selon elle, une femme peut avoir le phallus pour un homme qu'il est, un homme peut l'être pour une femme qu'il a, etc. Butler veut donc désymboliser le phallus pour n'en faire qu'un phallus imaginaire, d'ailleurs attribuable à n'importe quelle partie du corps. D'où sa conception, sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, du phallus lesbien. Je vais y revenir dans 5 minutes. Quelle autre erreur fait-elle ? Judith Butler attribue aussi à Lacan l'idée que la jouissance phallique serait l'original, que la jouissance phallique aurait une plénitude originelle, et elle conteste cette attribution en arguant que cet original lui-même ne serait rien d'autre qu'une parodie de l'idée de nature et d'original, qu'il n'y a pas bien sûr. Elle affirme: le normal, l'original, se révèle être une copie nécessairement ratée, un idéal que personne ne peut incarner. C'est pourquoi, dit-elle, on éclate de rire en réalisant que l'original était de tout temps une imitation. Il n'y a donc pas d'origine, il n'y a que des citations, des imitations. Ainsi, tout genre est semblable à au travestissement ou est un travestissement. Bref, tout n'est que jeu de rôle, je la cite, qui peuvent donc se rejouer et se contredire. Mais Lacan n'a jamais pensé qu'il y ait quelque original de la jouissance, pas plus la phallique que les autres. Au contraire, il note la jouissance phallique, jouissance hors corps procédant du semblant. Il note ça dans le séminaire 18, page 149. Lacan note la jouissance phallique et ce qui parodie. C'est drôle qu'il emploie le même mot pour dire tout à fait autre chose. La jouissance étrangère, celle de l'autre de la jouissance à jamais interdit. Seulement, chez Lacan, cette jouissance étrangère n'est pas non plus d'origine, car elle tient au réel, c'est-à-dire à ce qui est hors du symbolique, hors semblant, et le réel n'est d'aucune origine. Donc, contrairement à ce qu'avance Butler, le phallus ne met en jeu aucun rôle. Autre différence avec Lacan. Pour Judith Butler, les identifications sont pure parodies destructibles et reconductibles. Mais pour Lacan, l'identification sexuelle n'est pas ouverte à tous les vents. S'il y a masque, mascarade, ce n'est pas parce que tout genre est parodique, mais plutôt parce que les identifications sexuées, hommes-femmes, par exemple, ne sont que des semblants, c'est-à-dire des signifiants au regard de la faille de la jouissance et du phallus qui en signale l'impossible. Si l'homme comme la femme font semblant, dit Lacan, chacun dans son rôle, et là, je note qu'il joue avec le terme semblant. Il le prend au sens courant du faire semblant. C'est pour du vrai ou pour du semblant, comme disent les enfants.
Si l'homme comme la femme font semblant chacun dans son rôle, les femmes sont dans la mascarade en paraissant ce qu'elles n'ont pas, les hommes qui veulent paraître virils se féminisent. Il y a bien, donc, dit-il, une comédie des sexes. Il y a bien un jeu de masques, mais, et c'est là la différence avec Butler, sans que cela ne donne forme au corps, comme elle le pense, car ça reste un jeu dans l'imaginaire, même si le désir y est impliqué. Donc, pour Butler, s'identifier, ce n'est pas s'opposer au désir. Elle fait même de l'identification un reste de désir, même sous une forme répudiée, comme elle le dit. Identification et choix d'objet sont du même côté. Mais qu'appelle-t-elle désir ? Au fond, sa question n'est pas quel est le désir inconnu qui m'habite, mais plutôt, comme cela a été dit, quelle est mon identité au sein d'une collectivité. Encore qu'elle parle de désir, mais enfin, c'est un désir d'être reconnu au sein d'une communauté ou d'une collectivité. Donc, on peut dire qu'on est plutôt dans le registre de la demande et pas du désir. Mais je dirais que pour Butler, désir et identification, même combat. Alors que pour Lacan, évidemment, tout signifiant sous lequel le sujet ajuste une identification recouvre un trou, celui du signifiant qui manque justement à le représenter. Et si le phallus est le signifiant du désir, l'objet A qui cause le désir dépend de l'ordre symbolique, mais il n'a pas d'image. Et même, comme le dira Lacan dans Encore, c'est lui qui fait tenir l'image, l'objet A. Troisième partie, l'homosexualité chez Butler, l'homosexualité originaire foreclose. Elle emploie le même terme que Freud, Verworfen, et le phallus lesbien, par opposition au non-rapport sexuel chez Lacan. Ainsi, chez Butler, tous les genres se fondent sur le refus d'un attachement homosexuel originaire, c'est-à-dire sur la perte impossible d'un objet d'amour primaire préalable au tabou de l'inceste. Il y aurait là, dit-elle, une forclusion qui produit le champ de l'homosexualité comme passion invivable et perte privée de deuil. D'où ce qu'elle appelle, on y reviendra peut-être si on a le temps, une mélancolie de genre, chez tout le monde. Et cette forclusion, donc, engendre, dit-elle, des formes rigides d'identification de genre et de sexe. Et ces formes rigides s'installent à travers des interdits qui exigent la perte de certains attachements sexuels. S'il y a rejet, forclusion de l'homosexualité, cette forclusion, dit-elle, va être recouverte par le soi-disant ordre symbolique qui va la dénier. Voilà le mot déni dont nous aurons à parler aux journées de novembre, mais là, contrairement à ce qu'elle dit de Lacan, c'est elle qui dénie l'inconscient. Pour elle, le symbolique n'est pensé par Lacan que pour forclore le désir homosexuel, l'attachement primaire homosexuel. Et donc, elle se demande comment puis-je accroître ma part d'autodétermination. Alors que pour Lacan, l'objet A, asexué, objet de la pulsion, effet de la castration, reste de la division subjective, s'il est un effet du symbolique, n'est qu'un reste de jouissance. Ce reste qui s'appelle l'objet A, c'est là que se réfugie la jouissance qui ne tombe pas sous le coup du principe du plaisir. Donc, dans ce cadre, aucun moyen de s'autodéterminer avec cet objet auquel on n'a pas accès par les voies de la représentation. Alors, pour Butler,
s'identifier à son sexe, à un sexe, et se tenir dans une certaine relation vis-à-vis d'une menace imaginaire puissante qui a évidemment été effacée, dont la généalogie a été effacée. C'est pourquoi elle veut faire resignifier le signifiant phallique en concevant un phallus, ce qu'elle appelle un phallus lesbien. Avoir, pourquoi elle l'appelle lesbien, je ne saurais pas trop dire. Ce serait plutôt un phallus communautaire. Enfin, je l'ai peut-être pas suffisamment lu, mais voilà ce qu'elle dit du phallus lesbien. Avoir et être le phallus sont interchangeables, car n'importe quelle partie du corps peut faire fonction de phallus que l'on a ou que l'on est. Le phallus, c'est-à-dire prête-moi ton bras, je te prête mon coude et tu me reprêtes le bout de ton nez. Je caricature, mais le phallus peut être le symbole de n'importe quel organe. Il peut, dit-elle, être ouvert à la plasticité. Et celui-ci, alors, qui est de l'hérogénéité qui circule entre les corps humains, bras, jambes, bout du nez, ça, on le sait depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce une resignification du phallus et, dans ce terme extrêmement fort de phallus lesbien? Donc, le phallus serait un instrument de communication entre les êtres sexués sans différence sexuelle. Je dirais que c'est l'humanisme dans la jouissance. Comme si le foyer brûlant de la jouissance sexuelle était partageable. Mais assurément, on peut dire que Butler ne verse pas dans les porn studies. Alors, je reviens à Lacan. Dans le séminaire 18, Lacan, reprenant la distinction de Frege, reformule le phallus comme référent de la jouissance impossible et non plus interdite. Le phallus nomme un désert, dit Lacan, celui de la jouissance. Il assure la division de la jouissance et du semblant. Alors, si hommes et femmes, comme Lacan le dit, font semblant chacun dans son rôle, c'est qu'il y a, et là je le cite, une bipartition à chaque instant fuyante des sexes. Lacan dit ça. Il y a une bipartition à chaque instant fuyante des sexes. On voit qu'on est, avec cette formule, loin des formes rigides d'identification de genre et de sexe que lui reproche Judith Butler. Il n'y a, dit Lacan, c'est une citation que je trouve magnifique, qui est dans Les Noms du Père, que des options, virgule, dites d'identification sexuée. Des options dites d'identification sexuée. Le phallus fait donc obstacle à l'universel auquel tout le monde a envie de croire et à ce qui réaliserait le rapport sexuel. Voilà pourquoi le rapport sexuel n'est pas inscriptible dans l'inconscient. Et les gender studies devraient s'y attarder avant que de lire dans Lacan un contempteur des jouissances du corps autres que celles qu'implique le symbole phallique. Quatrième partie, sur laquelle je vais aller assez vite, les formules de la sexuation et les pratiques sexuelles. Avec les formules de la sexuation, Lacan va cette fois mettre à jour la pluralité des jouissances et établir que, effectivement, la jouissance féminine défait les identités de genre. Ces formules ne sont pas une description des positions sexuées, mais une écriture logique de la sexuation. Donc, Lacan récuse l'affect ou la présentation sociale dans ce qui fait sexuation, c'est-à-dire, selon la formule de Jacques-Alain Miller, implication subjective du sexe. Bon, ces formules de la sexuation, je vais vite, établissent que l'on peut être homme ou femme, non par ses caractères biologiques, ni même par son apparence, pour reprendre un terme qui a été évoqué par la juriste précédemment,
ni même par ses pratiques sexuelles, mais par la façon dont on s'inscrit dans la fonction phallique et par le mode de jouissance qui s'y intègre ou lui échappe. Entre les sexes, pas de lutte à mort, une différence et un choix que ne détermine pas l'anatomie. Il y a un incommensurable entre les X, dont le dire, les faits se rangeaient sous le semblant homme ou femme. Remarquons que le côté gauche et le côté droit femme ne sont pas en miroir ni en symétrie. Ce sont certaines féministes qui symétrisent en voulant en faire deux camps distincts. Il ne s'agit pas non plus de trouver un trait distinctif qui permettrait de les ranger dans des ensembles distincts. Alors, je vais prendre simplement l'universel. Je ne veux pas développer les formules de la sexuation, ce n'est pas possible, mais si vous les avez un tout petit peu en tête, l'universel du pour tout X, côté gauche des formules de la sexuation, c'est-à-dire côté masculin. Eh bien, pour Judith Butler, l'universel, celui de la norme mâle qui se répète, alors elle se répète avec... Comment ça se répète? Ça se répète avec des fissures, avec des interstices dans la transmission de la répétition, dans la citation, des petites erreurs de répétition de ce qui était dit. Et à partir de ça, et c'est d'ailleurs comme ça que le genre évolue. C'est pas du tout choisi mon genre, etc. Le genre évolue par série de petites modifications inopinées qui interviennent dans la répétition des citations que sont les performatifs de genre. Donc, l'universel, celui de la norme mâle, qui se répète avec des fissures, peut quand même, pour elle, laisser surgir une évolution dans les genres. Si universel il y a, pour elle, ce ne peut être qu'un universel culturellement construit à partir des différences communautaires. Bref, un projet politique, et non pas une construction logique. Sur la femme qui n'existe pas, certes, Butler rejette l'idée de la femme, qu'elle soit naturelle, culturelle, juridique, etc. Mais elle considère dans ses derniers travaux que ce qui devrait rallier entre elles les féministes, c'est un engagement en faveur de l'égalité sociale, de la justice, de l'antiracisme, etc. Très bien, mais dire que la femme n'existe pas est tout à fait différent du fait de trouver un point de ralliement des femmes qui finalement tentent de faire exister la femme. Alors, dans le séminaire ou pire, évidemment, je passe constamment de Butler à Lacan, c'est peut-être un peu déstabilisant, mais bref. Dans le séminaire ou pire, Lacan dit « Tout ce qui n'est pas homme est-il femme ?» On tendrait à l'admettre. Mais puisque la femme n'est pas toute, pourquoi tout ce qui n'est pas femme serait-il homme ? En effet, en niant homme, on passe du côté femme, mais rien ne garantit qu'en niant femme, on repasse du côté homme. Donc, il n'y a pas de dualisme masculin-féminin. Et d'ailleurs, on pourrait dire que c'est plutôt, ça a été dit, en partant du côté droit du tableau des formules de la sexuation des êtres parlants, en partant du la barré donc, de la femme qui n'existe pas, qu'on peut sans doute relire les choses. Parce que si le phallus symbolique cause le non-rapport sexuel, l'inexistence du signifiant de la femme éclaire encore plus radicalement le rapport à l'impossible du rapport sexuel. Mais Butler croit qu'il n'y a aucun incommensurable entre les sexes. Bon, d'autre part, il ne faut pas mélanger logique de la sexuation et choix d'objet. On peut être du côté homme des formules de la sexuation, du côté tout homme, avoir un rapport à la fonction phallique et avoir un choix d'objet homosexuel. Je ne sais pas, Jean Moulin, je suppose. Et côté femme, Lacan a cette formule étonnante. Il reste à prendre de la graine du naturel avec lequel certaines femmes se réclament de leur qualité d'homme
pour l'opposer au style de délire du transsexualiste masculin, du naturel avec lequel certaines femmes se réclament de leur qualité d'homme. Donc, au fond, mon exposé tente à montrer que Lacan n'est pas normatif. Alors, cinquièmement, pratique sexuelle et performative. Donc, que représentent les nominations autoproclamées des jeunes et moins jeunes quant à leur appartenance à divers modes sexués? Ces nominations, la déstabilisation des repères habituels qu'elles produisent, si elles génèrent érosion du sens, subversion et transformation d'assignation, disent-elles quelque chose de la vérité des jouissances en question? Pour Butler, les stratégies corporelles issues du modèle élargi du performatif, qui sont, comme je l'ai dit, toujours susceptibles d'échec, donc sont ouvertes à des recodifications multiples dont le corps serait le vecteur, dit-elle, à partir de ces pratiques sexuelles ou asexuelles. Autrement dit, Butler énonce ici que ce sont les pratiques sexuelles mouvantes qui seraient susceptibles de produire des resignifications. Donc ce n'est pas « qu'en dire c'est faire » de John Austin, c'est « qu'en faire c'est dire ». Mais en même temps, je passe, elle hésite parce qu'elle dit en même temps que c'est le langage performatif qui modifie la pratique sexuelle. Autrement dit, elle dit d'une part, mon corps dit ce que je suis, et d'autre part, je suis ce que je dis. Bon, à vrai dire, ce n'est pas la sexuation qui intéresse Butler, c'est l'identité. Peu importe la sexuation, c'est le dit de l'identité qui prime. Pour elle, il s'agit de parler de soi, y compris dans toute théorisation. Elle énonce dans le récit de soi, c'est une citation que j'ai trouvée dans le livre d'Éric Marty, page 34, je crois, oui. Le soi parle lui-même, mais en parlant devient ce qu'il est. C'est un peu le thème des journées prochaines. Alors, conclusion, le corps ne peut être endroit ouvert à toute nomination performative possible, comme le soutient Judith Butler, car le corps est marqué d'un trait de jouissance indélébile, rétive à toute resignification, à toute performativité discursive. Butler dénie donc le réel de la jouissance insaisissable, l'écharde dans la chair, comme je l'ai vu, je crois, dans un texte d'un camarade, mais dénie finalement aussi toute logique de la sexuation. Pour elle, je dirais, sexuation doesn't matter. Doesn't matter. Ainsi, à l'opposé des gender studies, la psychanalyse établit que chaque corps a une consistance qui n'est pas de quelque savoir, mais se soutient dans les dimensions imaginaires, symboliques et réelles, qu'il y a une limite aux transformations de celui-ci. In fine, chaque par-l'être ne peut se soutenir que de son symptôme, mode de jouir de la pulsion, symptôme de l'un corps. Mais ce symptôme n'est pas en mouvement perpétuel. Si identité il y a, c'est alors celle d'une identité symptomale, pour reprendre un terme de Jacques-Alain Miller. Et cette identité symptomale est réfractaire à l'identité des catégories genrées. Dans le rapport entre les sexes, énonce Lacan, c'est désormais aux symptômes que nous avons affaire dans le rapport sexuel lui-même. C'est-à-dire non un symptôme, mais un savoir-y-faire dans le lien au partenaire. Alors, dernier point, quel discours oui, ça fait un peu plus de 35 minutes. Quel discours sert-elle? Bon, elle veut dénoncer, déconstruire le symbolique tout-puissant et figé, répondant à la norme hétéro-impérialiste, etc. Mais elle n'hésite pas à dénoncer une femme afghane piétinant une burqa comme complice du préjugé culturel américain. Ainsi, l'identité, ironie de l'histoire, est toujours séparatiste, malgré ce que veut Butler, à savoir un universel construit. Avec elle, comme aurait dit Althusser, nous sommes au rouet. Finalement,
Deuxième point de conclusion, en taxant la théorie de Lacan de tragédie religieuse, elle placerait volontiers celui-ci dans un discours du maître avec nom du père et phallus en signifiant maître. Et ce discours minerait toute stratégie en matière politique et culturelle visant à façonner un nouvel imaginaire, celui des identités multiples, floues, intersectionnelles. Certes, on peut supposer que ces nouvelles nominations LGBTQIA+, obéissent à de nouveaux signifiants maîtres, alors peut-être en excluant le T, mais obéissent à de nouveaux signifiants maîtres issus des reconfigurations de la civilisation après le nom du Père, après le déclin du nom du Père, mais ne prônent-elles pas un individu auto-entrepreneur de lui-même? Et on peut poser la question, n'est-elle pas du côté du discours capitaliste, puisque selon l'écriture de Lacan, le discours capitaliste met en position d'agent non pas le signifiant maître, mais le sujet barré, celui qui dit « je suis ce que je fais » ou « je suis ce que je dis ». Voilà, ça fait... Merci. Merci beaucoup, cher Rose Paul, pour cet exposé qui est à la fois très fouillé, très précis sur des questions complexes, mais qui est en même temps très clair puisque tu opposes à chaque instant donc les positions de Butler, enfin les critiques de Butler et les divergences donc avec Lacan. Alors, tu montres très bien, il me semble, hein, pour reprendre très très vite, comment, après Lacan, qui avait d'une certaine manière tiré la question de la sexualité des embrouilles de l'imaginaire et de l'organe dans lequel s'étaient perdus les post-freudiens, finalement, Butler désymbolise le phallus, le réduit à cette fonction imaginaire, et que du coup, elle passe à côté de la question du désir, tel que nous l'abordons en psychanalyse, de l'insu, comme tu le dis, pour plonger en fait en piqué sur le concept d'identité. Et donc, au fond, comme tu le dis, sa question, ça n'est pas l'asexuation. Hein, sexuation doesn't matter. Oui, c'est une citation. Tu l'as inventé, d'accord. Bon, mais comme c'était en anglais, je me suis dit peut-être que... Bon, donc, voilà, et sa question, c'est pas tant ça que quelle est mon identité au sein d'une collectivité. Justement, voilà, donc, et tout ce que tu as pu aborder, justement, sur la question de la sexuation qui permet à Lacan, justement, d'établir une jouissance féminine et une sexualité, justement, défaite des identités de genre. Alors, donc, cette question de l'identité, on en a un petit peu parlé à la séquence précédente, donc je me disais qu'on pouvait peut-être redémarrer là-dessus. Et je sais que nos doctorants ont beaucoup de questions. Et donc, j'ai commencé par vous, Sophia, si vous en êtes d'accord avec votre question, je crois, notamment sur la question queer. Alors, bonjour. Donc, merci beaucoup tout d'abord pour votre intervention. Alors, moi, j'aimerais bien ouvrir la discussion autour de, bon, peut-être mettre l'accent sur, plutôt que les divergences avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, et c'est une question, les divergences épistémologiques, théoriques et conceptuelles réelles entre le champ psychanalytique dans son ensemble et le champ des études de genre, peut-être sur les convergences qui pourraient exister donc, entre l'enseignement de Lacan, peut-être d'ailleurs le dernier ou le tout dernier enseignement de Lacan, et bon, le champ ouvert par les recherches donc, en études de genre, théorie féministe, études queer. Donc, si vous permettez, je veux bien déplier un tout petit peu ma question pour être plus précise, enfin ma question ou ma proposition, qui tourne autour de ce problème de l'identité dont on a beaucoup parlé effectivement aujourd'hui, et donc sur lequel vous avez aussi mis l'accent. Et il me semble que Butler elle-même, d'ailleurs, a traité ce problème dans son texte « Bodies That Matter », donc « Des corps qui comptent », où elle s'étonne justement du devenir en fait, d'un terme qui, à la base, était un terme assez critique, qui était le terme « queer », et qui, dit-elle, a fini par devenir en fait, un terme qui désignait une identité figée, en fait, à l'inverse de sa fonction initiale, qui était plutôt donc, de troubler les identités. Donc je voudrais, si c'est possible, de revenir vite fait sur ce terme queer, en fait, parce que je pense, alors, bon, sans scandaliser personne, qu'on pourrait peut-être le rapprocher du geste
que fait Lacan en introduisant dans le séminaire 20 la notion de jouissance autre que phallique, de jouissance autre. Donc j'aimerais bien expliquer pourquoi, et dont vous dites d'ailleurs au sujet de la jouissance autre, et en tout cas de ces formules de la sexuation, du côté droit des formules de la sexuation, qu'elles défont ou qu'elles vont dans le sens de défaire les identités de genre. Donc c'est pour ça que je me suis demandé si c'était possible de tisser peut-être un lien. Pourquoi queer, me semble-t-il, va dans ce sens-là? Alors, à l'origine, comme catégorie d'usage, le terme queer vient signifier, me semble-t-il, l'impossibilité même de l'identité sexuelle. Il nomme, il me semble, à la limite donc des signifiants et des semblants sexuels à nommer le sexe d'un sujet. Au départ, le terme queer, effectivement, il vient désigner tous ces désirs ou ces formes du désir et des amours, en fait, qui débordent le savoir et les discours sur l'identité, sur le genre et sur les sexualités dites normales. Donc ça, c'est du côté de ce qu'on appelle les catégories d'usage. Il me semble que du côté en tant que catégorie d'analyse, queer n'est pas tant une théorie d'abord, mais plutôt une théorie, mais plutôt fait allusion à un geste épistémologique qui vise justement à créer un décalage avec un certain nombre de théories dans le féminisme, que vous avez d'ailleurs évoqué, parce que trop rigide parfois, qui reconduisait justement une différence sexuelle assez essentialisante par moment, et donc c'est justement contre, ou en tout cas pour se décaler de ces théories-là, que le terme queer est introduit en fait dans la sphère plutôt universitaire. Et il se définit, me semble-t-il, d'ailleurs, comme un peu comme ce que fait Lacan avec ce concept de jouissance autre que phallique, d'abord par un geste du négatif, c'est-à-dire jouissance autre que, queer, viennent signifier, nommer une limite. Lacan parle, me semble, dans le littéraire de littoral, qui me semble être une métaphore assez intéressante. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui vient pointer la limite donc, du phallique, du côté de Lacan, et donc du queer, de ce qu'on pourrait appeler les normes sexuelles, ou les normes à l'égard de l'identité sexuelle et de genre. Et donc, ça donne pour tâche d'explorer les horizons érotiques, éthiques, politiques, ouverts donc par cette limite. Donc voilà, comme je trouve que ce geste du négatif caractérise aussi un petit peu ce que fait Lacan dans le séminaire 20, donc je vous pose un peu la question de savoir si vous pensez qu'il est possible peut-être de tisser un lien ou de trouver une convergence entre ce qu'on appelle le queer, entendu donc dans sa dimension radicalement et irréductiblement autre, c'est une expression de Fabian Feinwax, et donc la conception lacanienne de jouissance autre que phallique, donc dont vous dites qu'elle défait les identités de genre. Oui, mais... Alors, oui. Quelle question? Comment? Quelle question? Oui, quelle question? Point d'exclamation. Alors, peut-être que quand même le genre autre n'a pas exactement le même sens quand on dit queer autre et jouissance féminine autre. Parce que dans un cas, c'est autre que l'hétérosexualité, c'est-à-dire c'est un constat qui décrit et légitime différentes façons de faire ou de parler de soi, se situant en opposition à une supposée jouissance phallique censée déterminer le binarisme des sexes. Alors au fond, je vais répondre à votre question, mais je dirais tout d'abord très simplement que c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs de dire dans mon exposé. C'était peut-être difficile à attraper parce que je sautais constamment de Butler à Lacan, mais quand Lacan parle de jouissance phallique, bon, il ne parle pas du tout de jouissance du pénis ni d'une jouissance... je vais répondre à votre question jouissance haute, mais je viens quand même sur jouissance phallique. C'est pas une jouissance particulièrement hétérosexuée.
il y a une phrase de Lacan qui m'avait beaucoup frappée, c'est dans la 3e. Je me la rappelle parce que j'en avais discuté avec Judith Miller il y a fort longtemps, quand elle vivait, et je lui ai dit, la jouissance phallique, c'est la jouissance des SEM, S-E accent grave, M-E-S. Et alors on était resté, je ne sais plus ce qu'on avait dit, mais... donc, au fond, semainen en grec, ça veut dire signifier. Donc, quand Lacan dit la jouissance phallique, c'est une jouissance des SEM, au fond, il dit que c'est par l'intermédiaire du sens que les sujets ont rapport et que le sens se substitue au rapport sexuel qui manque. Donc, d'une certaine façon, déjà, enfin, si je puis dire, dans la mesure où le référent sexué est inatteignable, qu'il y a une impasse dans la jouissance sexuelle, déjà, on ne peut pas dire que... on ne peut pas reprocher à Lacan, disant c'est autre que... queer dit autre que la phallique, parce que phallique, c'est plus complexe que jouissance pénienne hétéronormée. Pour en venir à votre question, au fond, dans les formules de la sexuation, il est bien clair que hommes ou femmes, ça, je crois que vous l'avez dit, peuvent s'inscrire de n'importe quel côté. Bon, donc, autre, on est toujours dans une jouissance autre par rapport à l'autre, je dirais. Et dans le cas de la jouissance féminine, enfin, comme jouissance de l'autre en tant qu'il n'existe pas, jouissance autre par rapport à la jouissance phallique, mais il me semble que ce n'est pas une jouissance qui peut se revendiquer, qui peut se dire, qui peut se poser comme autre. On ne peut pas dire je suis ce que ma jouissance autre dit que je suis, parce que cette jouissance n'est pas dans le discours, il me semble. Alors, oui, vous avez raison, la jouissance autre défait les identifications de genre. Autant que, comme j'ai essayé de le dire, que la jouissance, autant que la jouissance phallique. Voilà, il n'y a pas... il faut décoller de la supposition qu'il y ait un sujet mâle, un sujet femelle, dit Lacan. Il n'y a pas d'identité ni du côté homme ni du côté femme. D'ailleurs, à cet égard, on pourrait se demander pourquoi pas... autant, c'est Butler, je crois, qui se dit, mais pourquoi n'y aurait-il pas autant de sexes que d'individus ? Ça ne fait pas 4 sexes, ça en fait je ne sais combien. Il y a autant de désirs sexuels que de sujets, ça ne fait pas des sexes différents. D'ailleurs, même Lacan dit, alors, je ne sais plus où, il y a 36 formes de castration différentes. Je dois dire que quand j'avais lu ça, ça m'avait surprise. Bon, donc, alors si quelque chose est queer dans la jouissance, on peut dire que c'est, effectivement, on a dû en parler ce matin, la jouissance du trauma premier de l'incidence de la langue dans le corps. Ça, il me semble que c'est queer, oui, et que c'est une lettre qui inscrit un rapport queer au corps. Nous avons tous un rapport queer au corps. Nous sommes tous des traumatisés queer. Alors, est-ce que vous posez votre deuxième question ou est-ce qu'on passe la parole à... Peut-être Dominique ? Oui. Elle est toute petite. Allez, oui, mais ma réponse est longue parce que je vous réponds point par point. Je pense qu'il vaudrait mieux passer la parole à Dominique. Je peux la poser et vous répondez après, c'est pas grave. Non. Ah non, parce que les questions que vous m'avez gentiment proposées, mais ça dépend jusqu'à quelle heure. Bon, allez, Dominique. Je vais passer sur nos questions et après on revient. Mais j'ai un micro. Mais moi, je me demandais finalement une chose, est-ce que Butler utilise ou revendique ou se reconnaît dans ce mot queer ?
C'est une question qui m'est venue. Est-ce qu'elle en parle de ça et est-ce qu'elle s'y range sous ce signifiant? Il me semble pas. Si je peux répondre rapidement. Oui, mais il vous faut le truc. Je réponds très vite pour qu'on ne s'attarde pas sur cette question, mais si j'ai choisi ce terme queer, enfin pas moi qui l'ai choisi, mais c'est un terme qui a quand même une place importante dans la tradition de ce qu'on appelle les études féministes, etc. J'ai pas choisi trans, ou j'ai pas choisi bi, ou j'ai pas choisi LGBTQI. C'est que queer veut dire bizarre à l'origine. Et c'est précisément, et je pense que c'est parce que c'est bizarre, la bizarrerie. Je me demandais il y a quelque chose dans la jouissance telle que Lacan la pense de fondamentalement bizarre. Et c'est en lien avec, donc, d'une certaine façon, ma deuxième question, que je ne vais pas poser tout de suite, mais que je me réserve pour après. Mais il vaut mieux, tout à fait. mieux qu'on réponde immédiatement, parce que sinon l'assistance va être perdue. Oui, elle a dû se revendiquer de queer et puis ensuite... Oui, mais Ah, pardon. Mais non, c'est Dominique. non, mais Ah, pardon, Dominique, excuse-moi. Quelle était ta question? Est-ce que Butler se revendique? Non, mais il a posé Il l'a posée à oui, Sophia. c'était une question que je posais à la table, en fait. Oui, mais je ne suis pas spécialiste de Butler. Hein. Alors, Il ne faut pas se tromper. Mais en fait, mon idée, c'est que je ne suis pas sûr que Butler utilise ce terme de queer. Ah oui, Donc, du oui, coup, on ne peut pas faire le pont rencontré, à partir du terme de queer entre la théorie de Butler et le dernier enseignement de Lacan. Pas du tout. Non, la question, c'était... Ok, d'accord. Elle a Je beaucoup voulais reprendre ce changé. point-là. Elle l'a utilisé. Elle l'a utilisé, mais au début. Au début, Voilà, oui. c'est ça. Ensuite, Elle a un texte qui s'appelle Critiquement queer. Critiquement queer. Critical et queer. Ok. Qui est une critique justement du queer, Voilà, de ce très bien. que ce terme est devenu. Alors, ma question, vous êtes plus c'est... butlérienne que moi. Moi, j'ai été frappé en fait par le fait que Judith Butler imaginarise le symbolique. Ça a été beaucoup souligné. Et finalement, elle a une façon imaginaire de lire Lacan. Mais c'est quand même une façon décidée qu'elle a de lire Lacan, parce qu'elle ne peut pas ignorer le dernier enseignement de Lacan, c'est pas possible. Ah si, elle l'ignore complètement. En tout cas, elle n'en parle pas. Ah ben, elle n'en parle pas, mais justement, enfin, on peut supposer qu'elle ne veut pas en parler ou Voilà. qu'elle ne l'a pas lu, ça on peut pas savoir, mais c'est pas en question. C'est vraiment très étonnant, et notamment sur le terme de phallus, c'est-à-dire qu'effectivement, elle va à rebours de l'effort qui avait été celui de Lacan, de reverser au compte du symbolique tous les concepts de Freud que les analystes post-freudiens avaient mis du côté de l'imaginaire. C'est notamment le cas du phallus. Alors finalement, puisqu'elle considère que le phallus, elle le met plutôt du côté de l'imaginaire et non du côté du signifiant, si j'ai bien compris, ce phallus peut se balader, d'où son idée d'un phallus lesbien, qui fait d'ailleurs médiation entre les corps, du coup, qui peut faire médiation. Et je crois, mais j'ai pas retrouvé, je crois qu'Éric Marty dit c'est un ustensile. Enfin, on peut entendre ce terme de phallus lesbien comme un ustensile. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement l'usage des corps, je crois qu'il y a aussi l'usage de certains ustensiles, comme tu dis. Oui, mais une partie du corps peut faire ustensile. Du coup. Voilà. Bah oui. Ouais. Tu me prêtes ton bras, je te prête Voilà. la main et échange de bons procédés et on communique comme ça. Enfin, je caricature un peu, mais elle le dit. Hein. C'est l'envers du contrat sadien. C'est pour toi. Oui. Bon, donc, quel était... Et donc, finalement, j'en viens à ce point que je voulais évoquer, c'est que quid de la jouissance? Est-ce que c'est un terme qui figure dans son discours, ou est-ce que finalement, il y a une façon de considérer le corps débarrassé de la question de la jouissance? C'est pas la question de la jouissance telle que nous la posons. Enfin, il me semble que... Mais c'est terrible que vous me fassiez répondre sur Butler alors que je l'ai lu très vite. Je pense que la question... Je suis sûre que Sophia a beaucoup plus lu Butler que moi. Je pense que la question de la jouissance... telle que nous la posons, enfin, la jouissance, ce terme quasi, la jouissance est pourrie, dit quelque part Lacan. Donc, pour elle, c'est une, je crois pas que ça soit vraiment une catégorie. Mais pour penser la jouissance, il faut penser le symbolique, il faut penser le semblant, il faut penser l'inconscient.
Alors, peut-être qu'elle fait des références à l'inconscient, mais je ne pense pas qu'elle pense la jouissance comme nous la pensons. Si elle pense la jouissance comme au sens banal du plaisir sexuel, oui, ça, bien sûr, puisque c'est à partir des pratiques sexuelles qu'on peut modifier les choses, produire des performatifs, et les performatifs peuvent induire de nouvelles pratiques sexuelles. Moi, je dois dire que je conçois que les pratiques sexuelles induisent des performatifs, mais que les performatifs induisent des pratiques sexuelles, ça, je dois dire que j'ai du mal à l'imaginer. C'est-à-dire dire je dis que je suis lesbienne et hop, ça induit une pratique sexuelle. J'ai rencontré ça dans l'envie. Des femmes qui sont devenues féministes, mais je dois dire que ça me paraît... Je pense que la pratique sexuelle était déjà latente. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Juste un mot pour compléter la question de Dominique et pour aller dans l'essence de ce que tu disais. Justement, les phallus lesbiens pour Butler est une imaginarisation du phallus parce que pour elle, ça réunit l'être et l'avoir. C'est-à-dire que finalement, les positions que Lacan commente d'être ou avoir les phallus, qui sont des positions symboliques, parce qu'il désigne des positions du sujet, elle les imaginarise, justement, du côté du phallus lesbien, comme on peut être et avoir les phallus. Donc, ça confirme la thèse que tu proposes, c'est-à-dire qu'elle imaginarise les termes symboliques de la psychanalyse, finalement. Oui, alors peut-être que Aurélie Flore va poser sa question, puis ensuite on reviendra à Sophia. Non, oui, ensuite Sophia, ensuite Dominique. Enfin, je ne sais pas, moi. C'est vous, hein. Oui, merci beaucoup, Rose Paul, pour votre intervention. Donc, alors, vous rappelez que si le phallus symbolique permet que vienne comme signification la fonction imaginaire de la castration, cette fonction imaginaire vaut pour les deux sexes, indépendamment de l'anatomie. Or, comme vous le montrez, Judith Butler confond le semblant en tant que signifiant et le visible ou l'imaginaire, réduisant donc le phallus à une fonction imaginaire. Vous le dites encore en ces termes. Judith Butler veut désymboliser le phallus pour n'en faire qu'un phallus imaginaire, qui pourrait être attribué à n'importe quelle partie du corps. Donc, vous vous demandez à la fin du texte si elle ne prônerait pas un individu auto-entrepreneur de lui-même. En effet, de nombreux sujets pris dans ce discours témoignent qu'ils en sont passés par l'imaginaire pour tenter de traiter le trou rencontré en matière de sexualité ou de genre. Donc on ne compte plus les nombreuses interventions sur l'image du corps actuellement. Il me semble que cette tendance à désymboliser le phallus et la thèse de l'auto-entrepreneuriat de soi-même va dans le sens d'un « on n'en parle pas », c'est-à-dire d'un sujet qui n'en passerait plus par la parole, mais qui pourrait s'auto-traiter par l'image. Donc la belle image du côté de la recherche esthétique, mais aussi l'image moche, pourrait-on dire, avec certains mouvements féministes qui exposent sur les réseaux sociaux des photos volontairement non esthétiques, voire dérangeantes, de parties du corps féminin sur un versant cru, allant contre la mascarade féminine. Il y a des témoignages de patients qui sont tout à fait égarés par des lectures, des émissions ou des posts qui mettent en avant la déconstruction des normes physiques, dénonçant le patriarcat, et qui finalement ne trouvent plus à dire leur malaise, comme si on ne pouvait plus en parler. Je cite une patiente. Donc vous me demandez... Est-ce que vous seriez d'accord avec ce finalement, on n'en passerait plus par la parole? Il y a comme une tendance à... On ne pourrait plus en parler puisque c'est la faute du patriarcat ou c'est le... où il y a une manière de se traiter par l'imaginaire. Par l'image, voilà. Oui, mais ça a toujours existé, là. Oui. Ça a toujours existé, la façon de se traiter par l'image, ne serait-ce que par, je sais pas moi, la mode, etc. Enfin, tous les usages que la civilisation a établis pour faire tenir le corps, etc., son habillement, bref. Mais là, ce que vous dites, c'est plus précis, c'est que aujourd'hui, l'on s'auto-traiterait par l'image
sans en passer par la parole. Ça me paraît effectivement correspondre quand même à un trait, enfin une manifestation dans la civilisation. Parce qu'on voit bien comment il y a tous les traitements du corps enfin, les piercings, le sport à outrance pour se faire un corps, ou bien la chirurgie pour être comme Barbie, ou bien comme Orlan qu'on avait vu à l'école, que Jacques-Alain Miller avait invité, qui s'est fait greffer ici 2 bosses de cervidés. Et vous la connaissez certainement. Et elle avait dit je veux mettre, cette très belle phrase, je veux mettre de la figure sur mon visage, c'est-à-dire de la représentation. Donc, on se fait un corps pour se représenter. Donc, d'une certaine façon, ce qui prime là, c'est un donné à voir, c'est-à-dire que ce qui prime, il me semble, c'est le regard. Et dans ce que vous signalez, à savoir, comment vous appelez ça, normalize, normal body, je ne sais pas comment vous appelez ça, effectivement, je suis allée voir, ce sont, enfin, vous l'avez dit, des femmes qui se filment, elles filment des parties de leur corps, qui sont pas jolies. Et je me suis dit que là aussi, finalement, il y avait une prévalence du regard. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est une esthétique de la laideur ? Vous savez que Baudelaire avait formulé l'esthétique de la laideur. Et dans la peinture, il y a eu, d'une certaine façon, une esthétique de la laideur. La première image qui m'est venue, c'est Goya, Le temps et les vieilles. Mais après, j'ai repensé, il y a Quentin Médicis, où on voit une vieille absolument horrible. Enfin, il y a Frida Kahlo, son autoportrait. Donc, je ne crois pas que ce soit une esthétique de la laideur. Je crois que c'est une prévalence du regard de l'autre. L'objet regard est partout. Et alors, au fond, dans cette question, qu'est-ce que c'est ça rejoint au fond ce que Jacques-Alain Miller avait formulé à Rio ou à Komandatuba sur le discours de la civilisation contemporaine où l'objet petit a est en position d'agent. Et je me suis dit, si l'objet regard là est en position d'agent, qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, ça produit des S1 non pas singuliers, mais ça produit des S1 communautaires. Alors, il me semble qu'au fond, ça correspond ces manifestations à quand Lacan dit le corps, tout le monde croit que chacun croit qu'il a un corps, mais en fait, il ne l'a pas. Son corps est sa seule consistance mentale, car le corps fout le camp à tout instant. Finalement, chaque corps est seul. Et alors, mettre effectivement l'objet regard sur ce corps, puisque le regard vient de l'extérieur, c'est peut-être croire qu'on l'a. C'est peut-être croire qu'on l'a. Et ça permet du coup de fonder la communauté des filles qui se prennent pour Barbie, des hommes qui se prennent pour Tarzan, ça permet de fonder aussi peut-être la communauté des filles moches, pourquoi pas ? Tout le monde a le droit. La communauté, pour aller dans ton sens, enfin dans la communauté des jouissances, on peut dire que finalement ce qui regroupe les sujets, c'est une insigne, c'est-à-dire ce que Miller appelait une insigne, un essaim, qui vient à la place d'un objet plus à jouir, c'est-à-dire qui vient nommer un mode de jouissance commun dans lequel se reconnaissent les membres de la communauté, par exemple. Oui, absolument, oui, je crois. Hein. Enfin, il me semble, j'ai pas une grande pratique de ce type de site, mais je crois que ça correspond assez bien à ce que disait Aurélie Flore. On ne parle pas, on donne à voir. Oui, c'était la prévalence du regard qui m'avait saisie.
et finalement, voilà, au détriment de la parole, quelque part. Merci beaucoup. Alors, pour cette question. tu veux poser une question? Très fine. Pardon? Ah, alors... tiens, tu prends ça? Ouais. Je crois pas. Juste pour participer à votre conversation, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose de l'objet déchet aussi dans le fait de quand même faire surgir au regard, non pas du tout la belle forme, mais au contraire, ce qui vient faire irruption, intrusion, c'est soi-même comme objet déchet. Oui, voilà, ça lève le voile sur l'objet petit a que l'on est. Enfin. Oui, mais revendiquer, ça a un côté je suis comme je suis, si vous me permettez cette formule, et je vous emmerde aussi quand même. Il y a ça, hein. Je vous le donne à voir et je vous emmerde. La fierté du déchet, oui. Alors, la dernière question peut-être, parce que l'heure tourne, de Sophia. Elle est très courte. C'était plutôt l'idée de... Je voulais... Sophia et de Dominique. Ah ouais. Bon, je fais très vite. C'était plutôt pour mettre l'accent sur ce que vous avez situé du côté du symptôme. Pareil, toujours dans mon idée d'essayer de faire des convergences avec les études de genre, j'insiste. Vous avez dit que le symptôme relevait d'un savoir y faire dans le lien au partenaire. Alors déjà, savoir y faire, je pense que c'est pas du tout un savoir, c'est-à-dire c'est limite plutôt ce qui est du côté du non-savoir. C'est parce qu'on est du côté du non-savoir qu'on peut essayer de faire quelque chose dans le lien au partenaire. Donc est-ce que vous pensez que dans ce savoir y faire avec l'autre, moi j'ai l'impression que c'est quand même genre proche de la perspective de Lacan sur l'amour dans son dernier enseignement. Est-ce que dans ce savoir y faire dans le lien au partenaire, il n'y a pas une dimension queer, donc quelque chose qui mettrait en échec aussi les semblants pour se placer plutôt du côté droit des formules? C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que l'amour, dans une approche renouvelée, au sens de Lacan, ne serait pas plutôt en mesure de défaire le genre, ne contribuerait pas justement à mettre à mal les identités de genre, ou en tout cas les semblants sexuels dans les rapports entre les sexes? Merci beaucoup. Sophia, il y a beaucoup d'éléments dans votre réponse. Je vais répondre très rapidement que le symptôme se rapproche de l'amour. C'est à voir. Le symptôme, c'est symptôme plus fantasme, plus pulsion. C'est pas réduit à un trognon de jouissance. C'est pas exactement l'amour. Est-ce que savoir y faire avec le partenaire, c'est le signe de l'amour, c'est à voir. Ce que je dirais, c'est que l'amour, ça vient suppléer à l'absence de rapport sexuel, alors que le symptôme, d'une certaine façon, il présentifie le non-rapport sexuel. Donc, sauf, dit Lacan, quand saint Omyle rencontre saint Omel, alors il a cette formule une fois dans son enseignement, c'est tout ce qu'il reste, dit-il, du rapport sexuel. Mais enfin, c'est une façon de dire. Donc, le rapport entre les sexes est toujours de traviole, fut-il intersymptomatique. Bon, le seul lien que je verrais, c'est que le symptôme, c'est un effet réel et que la parole d'amour se lie au réel, mais enfin, c'est un peu artificiel. Amour et jouissance autre, oui, bien sûr, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. L'amour, ça peut, dans la mesure où ça engendre de la poésie, la parole d'amour, etc. Lacan dit même que faire l'amour, c'est de la poésie. Ça va tout à fait avec la jouissance autre. On peut le dire rapidement. Oui, je suis d'accord avec vous, Saint-Homme et amour défendent les identités, bien sûr. Mais est-ce que cela se rapproche du queer ? Le queer qui défait les identités, il me semble qu'il ne s'affirme que il s'affirme par la négative dans le refus des identités, tandis que la jouissance autre, elle est hors identité, c'est pas son truc. C'est vrai que ça défait les identités, la jouissance autre. C'est peut-être ma formule qui vous a poussé dans cette question, mais
mais c'est hors identité, alors que, on l'a déjà dit tout à l'heure, voilà, le queer, il me semble, c'est refus d'identité. Donc, oui et non à vos questions. Et il y a la question de Dominique. Une dernière question, Dominique, très vite, puisqu'il faut qu'on rende l'antenne, j'allais dire. La question de Dominique. Alors, c'était sur la façon dont Judith Butler envisage la théorisation comme récit de soi. Je trouve que c'était un point intéressant où finalement la théorisation est théorie de l'identité du théoricien, si je résume. Et c'est j'écris ce que je suis ou je suis ce que j'écris. Alors c'était ce qui m'était venu, c'est que finalement il y a une sorte de mise en continuité entre identité, théoricien, théorie, image de soi, une continuité peut-être non meubienne en fait, quelque chose comme ça. Oui, c'est une très très belle question. Le récit de soi, on n'a pas le temps, c'est dommage, il faudrait développer toute la théorie des performatifs, la différence, enfin, à qui s'adresse le récit de soi, comment s'adresse-t-il, la différence entre le performatif illocutoire et le performatif perlocutoire chez Austin, c'est-à-dire illocutoire, c'est par exemple, je dis que je suis LG. Et les formes d'écriture. Il y a l'autobiographie, l'autofiction. Oui, mais elle écrit pas son journal. Hein. Oui, tu as raison. Il y a l'autobiographie, mais elle fait pas d'autobiographie. Elle parle plutôt. Non, elle est pas du tout. Sauf quand elle raconte comment jeune, à 14 ans, elle a fui sa famille, enfin, qui ne supportait pas son homosexualité, etc. Mais très bien, elle a eu raison. Mais donc, il me semble que là, c'est pas la même chose les différents performatifs. D'ailleurs, j'avais trouvé dans Marty qu'elle confondait performatif illocutoire, c'est-à-dire je dis que je suis lesbienne, et puis le performatif perlocutoire qui est censé avoir une action sur l'interlocuteur, qui est censé le contraindre ou l'attaquer. Je t'accuse de, par exemple, quand même, on entend ça. Je t'accuse quand je dis que je suis LGBT ou je sais pas quoi. Je t'accuse de ne pas entendre cela. Bon, donc tout ça pour dire que finalement, dans le récit de soi, etc., elle en reste au préconscient, Butler. Et elle n'a vraiment là aucune... quand on parle de soi, en général, on n'est pas conforme à ce que l'on dit de soi, ou on n'est pas le même que celui qui parle. Bon, mais je suis d'accord qu'il semble bien que chez elle, récit de soi, identité, théorie, bien que, enfin je ne le développe pas, mais elle a une réflexion sur la théorie qui dépend de la pratique et qui influe sur la pratique. Bon. Moi, il me semble que ce qui la différencie de Lacan, il me semble que quand même, bon, pour Lacan, il n'y a de théorie que à partir de la pratique, ça c'est clair. Mais c'est la pratique, la praxis de la psychanalyse, c'est pas la pratique dont parle Butler. Première différence. Je dirais que pour aller dans le sens de ce que tu disais, récit de soi et théorisation, Lacan dit il s'agit de savoir au nom de qui on parle. Il dit je parle au nom de Freud. Et d'autres auront à parler peut-être au nom de celui qui porte mon nom. Donc, parler au nom d'eux, c'est pas pareil que parler de soi. Et puis, il y a aussi, enfin, c'est d'une série d'objections.
dite lacanienne que je ferai à Butler, il y a aussi le dire. Le dire, c'est vraiment pas un performatif. Le dire de Freud, le dire de Lacan, c'est pas des performatifs. Le dire se distingue de la parole et renvoie au réel. Bon, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais juste terminer par une petite citation de Lacan que je trouve jolie. Que toute la théorie de l'analyse, je crois que c'est d'un autre à l'autre, dit-on quelquefois, se développe dans une filière androcentrique, ce n'est certes pas la faute des hommes comme on le croit. En particulier, ce n'est pas parce qu'ils dominent, c'est parce qu'ils ont perdu les pédales. Ça veut dire qu'au fond, Freud a buté sur que veut une femme. Et du coup, la question de la place de la femme, et du coup, les hommes ont, enfin, je crois que ça veut dire ça, avec l'hystérie que veut une femme, et du coup, mais les hystériques, finalement, elles s'y retrouvent assez bien dans le savoir analytique, et du coup, enfin, c'est quand même ce qu'a l'air de dire Lacan. C'est parce que les hommes ont perdu les pédales que la théorie est androcentrique. On dit la théorie androcentrique. Et du coup, les hommes en ont rajouté du côté de ce qu'on dit androcentrique. À tort. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur cette belle citation. Merci Rose Paul. Merci à tous les intervenants de cette table et aux intervenants de cette journée. Merci aux organisateurs, Aurélie Pofadel, Clotilde Guil et Fabien Fagenoix. Bravo. Et à l'année prochaine, c'est ça ?